Bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie et je suis avec mon collègue Félix. On est tous les deux étudiants en médecine à Sherbrooke en deuxième année et on fait un projet de gestion en collaboration avec l'organisme Dagobert et compagnie, qui est un organisme qui représente les gens qui vivent avec un trouble du développement de la coordination. Donc, ils ont pour but de supporter et accompagner tous les gens vivant avec ce trouble. Aujourd'hui, on enregistre des capsules, donc 3 capsules, une d'introduction, une avec Dr Graillon qui a pour but de parler plus du diagnostic, une avec Madame France Léger qui est ergothérapeute, qui va davantage parler de la prise en charge et des conseils. Donc, l'introduction, on l'a fait également avec Madame France Léger. Donc, je vais la laisser se présenter aujourd'hui. Bien, bonjour, je suis ergothérapeute depuis 35 ans, dont 31 ans en pédiatrie au Centre de réadaptation de l'Estrie, donc un centre de réadaptation là, en déficience physique. Donc, je travaille avec les enfants qui ont été TDC depuis vraiment de nombreuses années. Puis, je suis aussi chargée de cours là, au programme d'ergothérapie à l'Université de Sherbrooke. Super. Juste pour que ce soit clair, dans le fond, cette capsule-ci, c'est l'introduction. Puis la prochaine capsule va encore être avec France Léger, puis ça va plus être en détail sur son rôle comme ergothérapeute. Donc, on peut commencer. Est-ce que vous pouvez commencer par m'expliquer juste ce qu'est une ergothérapeute? Oui, certainement. L'ergothérapeute, c'est un professionnel de la santé qui travaille auprès des personnes de tous les âges qui ont des incapacités, soit au niveau de la santé physique, soit au niveau de la santé mentale ou liées au vieillissement. Et puis, le rôle, c'est vraiment de maintenir, développer ou retrouver l'autonomie à faire les activités qui sont signifiantes là, dans leur vie. Mais donc, spécifiquement, pour les enfants qui ont un TDC, c'est sûr que l'ergothérapeute a plusieurs rôles, mais sommairement, on évalue le développement de l'enfant, voir qu'est-ce qui est difficile pour les enfants. C'est beaucoup, comme j'ai dit, de favoriser leur autonomie, qu'ils puissent faire leurs occupations signifiantes dans leur vie, à la maison, à l'école, dans les loisirs. Et puis de les aider là, à répondre aux exigences de tout leur milieu. C'est sûr qu'on a un rôle aussi de rééduquer les sphères qui sont plus en retard ou qui sont plus difficiles pour eux. Il y a un gros mandat au niveau de l'amélioration des habiletés au scolaire, parce qu'on va le voir, là, c'est quelque chose qui est touché par le TDC. Et puis, il y a beaucoup aussi de faire connaître puis de faire comprendre à l'environnement de l'enfant c'est quoi le TDC, comment on peut le soutenir. Donc, globalement, c'est ça le rôle de l'ergothérapeute auprès des enfants. Je vois que c'est quand même beaucoup de tâches, mais je sais que les gens ont souvent de la difficulté à faire la différence entre une ergothérapeute puis une physiothérapeute. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire là-dessus? Oui. Je vais commencer, c'est ça, par le physiothérapeute parce que c'est plus connu, justement, par la population générale. Quand on a une blessure ou quand on a des maux physiques, le physio nous aide parce que c'est vraiment axé sur le système musculo-squelettique pour nous aider à retrouver une condition. Tandis que le rôle de l'ergothérapeute est beaucoup plus vaste et beaucoup plus vague, puis beaucoup plus centré sur, justement, le développement ou retrouver son autonomie. Donc, c'est dans une visée beaucoup plus large que l'ergothérapeute travaille, pas nécessairement juste au niveau des capacités physiques, mais comment le recouvrement des capacités physiques ou de divers ordres, mais va aider la personne à rencontrer ses occupations dans sa vie. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus large. Puis c'est sûr que c'est moins connu. Il faut avoir plus différents types de problématiques pour venir consulter un ergothérapeute. Mm-hmm. Super. Donc, c'est très clair. Puis, donc là, on va rentrer plus dans la section vraiment sur la dyspraxie, maintenant que vous avez bien clarifié votre rôle. Donc, la première question, on va juste commencer par vraiment différencier les différents termes parce qu'il y a beaucoup de termes qui veulent dire la même chose. Donc, il y a TDC, dyspraxie, TAC, etc. Oui. Donc, est-ce que vous voulez tout nous démêler ça pour nous? Tout à fait. Bien, c'est vrai, puis c'est mêlant pour les gens, pour les parents.
le premier terme qui a été connu, qui a été utilisé, c'est le terme dyspraxie. C'est le terme qui est beaucoup connu encore, surtout dans les milieux francophones. Le terme dyspraxie, c'est apparu à peu près dans les années 60, puis ça vient évidemment de la traduction en anglais de dyspraxia. On appelait ça dyspraxie ou dyspraxie motrice. Et puis, c'était vraiment pour représenter les enfants qui ont des difficultés de coordination, planification motrice. Même si les termes changent, la problématique reste la même. Mais le terme dyspraxie était beaucoup calqué sur les apraxies de l'adulte et on s'est rendu compte qu'au niveau développemental, c'est un peu différent. Et puis, aux alentours des années 90, les milieux anglophones, particulièrement aux États-Unis, qui sont proches de nous quand même, eux autres, ils ont décidé d'utiliser le terme DCD, Developmental Coordination Disorder. Donc, et puis, il disait, ça serait intéressant que tous les milieux, tous les pays utilisent le même terme ou une traduction similaire pour que ça soit moins mêlant. Donc, et là, en français, la première traduction qui a été adoptée, ça a été le TAC, le TAC, donc trouble de l'acquisition de la coordination. On avait traduit developmental en anglais par acquisition en français. Bon, ça disait quelque chose, mais en même temps, est-ce que, c'était un peu mêlant encore. Donc, puis ça avait été long aussi au Québec que les cliniciens adoptent ce terme-là, parce qu'on était habitués avec le terme dyspraxie. Puis ça a été long avant que les médecins, les ergos, tous les professionnels adoptent ce terme-là. Puis finalement, en 2015, il y a eu une nouvelle rencontre internationale des experts. Puis là, ils ont dit, dans toutes les langues, il faudra avoir le terme développement ou développemental, parce que TAC, c'était un peu mêlant. Donc, c'est là que ça a changé pour TDC, donc trouble du développement ou développemental, là, pareil, de la coordination. Mais là, on peut dire aussi trouble de la coordination pour simplifier, ou TDC. Donc, c'est là que vient l'acronyme TDC. Évidemment, le terme dyspraxie, on l'entend encore, puis surtout, je veux dire aux parents, quand on fait des recherches en français sur l'Internet, c'est sûr que dyspraxie sort beaucoup parce qu'en France, particulièrement Belgique, les pays francophones d'Europe utilisent encore beaucoup le terme dyspraxie, eux. Ils sont plus lents à passer au terme TDC. Fait que c'est sûr que les parents, ils vont voir encore le terme dyspraxie, mais il faut qu'ils sachent qu'ici, les médecins ne l'utilisent plus, ce terme-là, et nous non plus en réadaptation. Donc, c'était quand même utile là, de savoir que TDC, trouble du développement de la coordination, c'est la même chose que la dyspraxie. Donc, parfait. Merci beaucoup pour tout le monde qui nous écoute à la maison ou dans l'auto à partir de ce moment-ci. Puis pour le reste des capsules, on va utiliser le terme trouble développemental de la coordination ou tout simplement TDC. Donc, ça va être plus facile pour vous de bien comprendre puis de nous suivre dans ça. Mais, Madame Léger, j'aimerais vous demander comment est-ce qu'on définit le TDC? Oui. Donc, le TDC, c'est vraiment un trouble de la coordination, planification des gestes complexes. Ça veut dire que quand on veut réaliser une action volontaire, on doit mettre en séquence plusieurs mouvements pour réaliser cette action-là. Et c'est tout ce processus-là qui est atteint chez les enfants qui ont un TDC. En plus, quand on a cette difficulté-là à programmer une séquence de gestes, ça prend du temps. Donc, l'élaboration et l'automatisation, ça, c'est important. Donc, l'automatisation de la séquence se fait beaucoup plus lentement chez les enfants qui ont un TDC. Donc, ils ont à penser beaucoup plus fréquemment à qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je produis comme mouvement un après l'autre pour produire telle action, comme pour écrire ou pour me brosser les dents. Quand une action est automatisée pour les autres enfants et pour nous, on n'a pas besoin de penser à chaque action. Mais eux, comme il y a une partie de leur énergie qui est encore monopolisée à se dire qu'est-ce qui vient après, comment je fais ça. Donc, ça crée beaucoup une surcharge qu'on appelle une surcharge cognitive chez les enfants. Donc, c'est ça le TDC. Et puis, évidemment,
quand on a une difficulté à planifier comme ça, ben ça a des répercussions dans toute la vie de l'enfant. Parce que dès qu'il veut bouger, dès qu'il veut faire, puis on dit que c'est des gestes complexes parce que des actions simples, dans la petite enfance, ça se passe relativement bien. Mais dès qu'il y a des actions qui se compliquent un peu, puis qu'il y a besoin de plusieurs mouvements en séquence, ben c'est là que c'est plus difficile. Donc, à la maison pour l'autonomie, à l'école, dans les loisirs, même en relations sociales, tout ça risque d'être touché chez les enfants qui ont été TDC. Mm-hmm. Puis, vous venez quand même de nommer plusieurs moments par lesquels ça va paraître, comme le brossage de dents ou les relations sociales, mais est-ce que vous pouvez dire c'est quoi les principales manifestations du TDC? Oui. Ce que je pourrais dire aussi, juste pour compléter la réponse, puis je vais enchaîner, c'est que pour faire image là, pour les parents, je pense qu'on peut dire que c'est comme un trouble du comment faire. Parce que c'est important de savoir que les enfants qui ont un TDC, c'est pas parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'on leur demande. Okay? Ça, c'est important. Ils ont très bien compris. C'est des enfants qui ont des capacités intellectuelles, mais c'est de savoir le chemin pour s'y rendre. Donc, comment j'enchaîne, encore une fois, mes mouvements. Donc, ce que les sphères que ça affecte le plus, bien, c'est sûr qu'au niveau physique, tout ce qui est geste moteur, ça risque d'être atteint. Donc, autant au niveau de la motricité globale, sauter, courir, faire du vélo, jouer au ballon, toutes ces activités-là qui demandent de la coordination et plusieurs mouvements, un à la suite de l'autre, bien, ça risque d'être touché. Mais je dirais encore plus en motricité fine. La motricité fine est globalement presque toujours touchée. Puis la motricité fine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toutes les actions qu'on produit avec nos mains, avec nos bras. Donc, l'appréhension des outils, la coordination des mains pour écrire, pour se brosser les dents, pour tenir des ustensiles. Tout ça, ça va être difficile pour les enfants. Et puis, bien, il y a des répercussions aussi, justement, dans l'organisation, dans la planification de comment je fais. Bien, des fois, il y a de la maladresse aussi en relations sociales. Comment je fais pour rentrer en relation avec mes amis? Quand est-ce que je dis quelque chose? Même si ce n'est pas typiquement moteur, par extension, souvent, on va voir des difficultés. À divers degrés, là. Pas tout le monde qui a... C'est vraiment la difficulté aussi chez les enfants qui ont été TDC, c'est que chacun a son degré de difficulté ou une combinaison qui lui est propre. Et puis, c'est ce qui fait que c'est un défi pour les gens qui travaillent autour des enfants qui ont un TDC, parce que des fois, on se fait dire, ben les enfants ne se ressemblent pas tous, les enfants qui ont un TDC, et c'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment un groupe hétérogène, les enfants qui ont un TDC. Donc, je dirais que principalement, là, ça a ces impacts-là. OK. Puis comme vous nous parlez là, que les enfants qui ont un TDC sont un peu tous différents, je voudrais vous demander, moi, à quel point c'est fréquent? Est-ce qu'il y en a beaucoup des enfants atteints de TDC? Oui, c'est une bonne question. On estime à peu près à 5 à 6 de la population des enfants qui auraient un TDC. 5 à 6 quand on y pense bien, là, c'est à peu près un enfant par classe. Donc, c'est pas mal. Il y a 20-25 ans, c'était très, très peu connu. Là, c'est de plus en plus connu et c'est heureux. Parce qu'un enfant par classe, bien, ça vaut la peine qu'on s'y arrête, là. Donc, probablement que les enseignants, dans leur carrière, c'est ceux qui vont en rencontrer. Les enfants dans leurs amis, c'est ceux qui vont en côtoyer. Donc, c'est quand même assez fréquent. Puis, bien évidemment, il y a vous, là, mais maintenant, pouvez-vous nous dire un petit peu plus, c'est qui les intervenants qui vont être interpellés dans la démarche diagnostique? Oui, tout à fait. Mais c'est sûr qu'à la démarche diagnostique, donc pour justement dépister et poser le diagnostic, il y a 2 intervenants principaux, là. Le médecin, bien entendu, principalement le pédiatre, hein, parce que c'est le pédiatre qui a une meilleure connaissance du développement de l'enfant, et l'ergothérapeute. Donc, puis ça dit aussi parce que au niveau du groupe d'experts dont je vous parlais tout à l'heure, bien, c'est sûr qu'il y a des lignes directrices qui ont été émises pour avoir un peu plus d'uniformité, puis d'avoir une démarche un peu plus standard. Donc, c'est vraiment recommandé que la démarche diagnostique se fasse au moins avec ces 2 professionnels-là. Parce que ben, il faut pouvoir exclure toutes sortes d'autres choses, puis il faut pouvoir objectiver c'est quoi l'écart du développement moteur de l'enfant. Puis ça, c'est le rôle de l'ergothérapeute.
Après ça, il peut y avoir d'autres personnes aussi qui peuvent contribuer de différentes façons. Le physiothérapeute pourrait contribuer aussi avec l'ergothérapeute s'il y a beaucoup de difficultés au niveau de la motricité globale. Et puis parfois, le psychologue ou le neuropsychologue, en second lieu, pourrait aussi venir préciser au niveau du potentiel cognitif, quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses de l'enfant pour pouvoir mieux le comprendre. Mais je dirais que le standard, c'est le pédiatre et l'ergo. D'accord. Puis pour ceux à la maison, là, juste rappeler que notre prochaine capsule, c'est justement avec la pédiatre qui porte un peu plus sur le diagnostic. Donc, juste un petit rappel à la maison. Puis, tant qu'à parler d'autres spécialistes, vous avez parlé des psychologues, des neuropsychologues. Ça pourrait être quoi les répercussions que ça a sur l'aspect psycho-affectif d'un enfant, le TDC? Oui, tu sais, quand je vous ai dit que, l'enfant, il a beaucoup de difficultés à planifier, coordonner ses gestes. Donc, ça veut dire que il va rencontrer souvent des échecs. On se rappelle qu'il a compris, il a son idée dans la tête, mais le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'il a. De ce qu'il a pensé. Donc, c'est susceptible de créer de la détresse chez l'enfant, de la frustration, du stress, de l'anxiété. Parce que cette répétition-là d'échecs, le met beaucoup, au défi. Puis, ça va jouer sur l'estime de soi, c'est certain. Donc, l'estime. Et puis, l'autre chose, c'est que c'est un handicap qui est invisible. C'est-à-dire que d'un premier coup d'œil, un enfant qui a une paralysie cérébrale puis qui marche un peu difficilement ou même qui est en fauteuil roulant, on ne se pose pas de questions sur ce qu'il va avoir besoin, cet enfant-là. Un enfant qui a beaucoup de difficultés à parler, on s'en aperçoit assez rapidement. L'enfant qui a un TDC, on s'en aperçoit pas si vite que ça. Donc, il peut y avoir des méprises au niveau de est-ce qu'il m'a compris? Il s'oppose, il veut pas, il est paresseux. On va prêter toutes sortes de mauvaises intention à l'enfant, alors qu'il a bien compris ce qu'on attend de lui, il essaie, mais il ne réussit pas. Donc, voyez-vous que ça aussi, c'est susceptible de créer quand même beaucoup de détresse ou de stress chez l'enfant, puis qui va peut-être aboutir soit en évitement, en isolement ou en essayant, c'est ça, de ne pas faire trop, d'éviter certaines difficultés qu'il va anticiper. Donc, il faut être vigilant à ça. Puis donc, il faut comme pouvoir le soutenir et le comprendre, surtout. Donc, merci beaucoup, Madame Léger, pour cette brève capsule d'introduction. On va être heureux de vous accueillir à nouveau là, dans notre deuxième capsule qui va porter le plus sur votre rôle dans la prise en charge du TDC. Puis, pour ceux qui nous écoutent, on va aussi avoir une capsule, comme Marie l'a dit, avec Dr. Anne Graillon qui va porter plus sur le diagnostic. Donc, à la prochaine.